Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 46. Je suis comme d'habitude en compagnie de la sempiternelle présence incommensurable qu'est Adrien. Comment Arrête. ça va? Bah ça va, alors, Oh, avec qu'il cette est intro, beau. avec cette intro ça va encore mieux. Qui est beau. Et bah ça va, et toi? Comment ça va? Dis-moi tout. Va, tranquille, tranquille. On se retrouve Ouais. aujourd'hui pour votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. On se fait comme d'habitude les news, les brèves, le point box-office, le grand sujet qu'on a décidé de dédier à la longueur des films. Est-ce qu'il y a une durée idéale pour un film de cinéma, un long métrage? Je pose la question, n'est-ce je vous pas pose la question. Le cinéma chicha. Et ensuite, bien entendu, le radar des sorties, les recos de fin d'émission, et puis paf, clap de fin, à la semaine prochaine. À peu près, hein. On met la viande dans le torchon, et bisous. Et pop, salut les poppies, Oui, à la bah, semaine prochaine. Mais dans Bon, une heure, attention, ça voilà, va prendre notre dans temps. une heure à peu Ouais. près, hein, bien entendu, on a tendance à faire toujours un peu plus long. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un poppies bien discipliné? Déjà, où que vous soyez, le like. Où que vous soyez, le commentaire. Où que vous soyez sur vos plateformes de podcast, les petites étoiles. Et surtout, les partages pour nous faire connaître et nous faire conquérir le monde. C'est comme ça qu'on y arrivera, bien entendu. Vous pouvez aussi rejoindre notre page Discord, ainsi que nous donner quelques deniers sur notre page Ko-fi pour participer à l'émission via des questions. Je crois que j'ai tout dit. T'as tout dit, mon dieu. T'as tout dit. Prends ta respiration, c'est bon? Que je Respire, boive. respire. Il faut Bon, que coup je d'eau. boive. Je te donne donc la parole, Adrien, puisque c'est l'heure des news de la semaine avec une petite news intéressante au sujet de la saga Mad Max. Exactement, parce qu'il y a Furiosa qui débarque très bientôt au cinéma en mai prochain, qui sera présenté au Festival de Cannes. Furiosa avec Anya Taylor-Joy, et réalisé évidemment par George Miller. George Bien sûr. Miller, réalisateur de Mad Max, la trilogie plus Fury Road et évidemment Furiosa. Mais en parlant de Mad Max, je vais faire un tout petit spoiler sur Furiosa qui est un préquel de Fury Road et donc il n'y a pas normalement Max dans En Furiosa. principe. Mais il y a un caméo de sa voiture bien aimée, l'Interceptor, qui fait voilà, une petite apparition dans le film. Évidemment, George Miller en interview dit qu'il n'avait pas le choix, il était obligé de faire apparaître la voiture mythique de Max dans Furiosa. Mais il en révèle encore un peu plus sur l'univers Mad Max, et voilà ce qu'il dit. En faisant ce que nous avons fait dans la préparation de Mad Max Fury Road, nous avons également écrit ce qui est arrivé à Max l'année avant de rencontrer Max dans Fury Road. Et à l'approche de la fin de ce film, donc de Mad Max Fury Road, il fallait voir que Mad Max rôdait quelque part, et nous savons ce qui s'est passé, on savait où il était. Les scénaristes savent ce qui est arrivé à Mad Max l'année précédant son arrivée dans Fury Road, et nous avons toute une histoire là-dessus que j'aimerais un jour faire si j'en ai l'occasion. Donc grosse info quand même lâchée par George Miller, Grave. qui dit que après Furiosa, potentiellement on pourrait retrouver Tom Hardy dans un nouvel épisode de Mad Max, et ça ferait extrêmement plaisir parce que même si j'attends énormément Furiosa et je pense que le film va être super, Ouais. je pense que Tom Hardy va un peu manquer quand même. Parce que y a quand même cette patte Mad Max, et il y avait un truc dans Fury Road, moi, que j'adorais, ce côté taiseux de Tom Hardy, qui fonçait plein de balles et qui cassait des gueules, j'adorais ça. Donc voilà, petite info, évidemment à prendre pas forcément avec des pincettes, parce qu'on sait que ça marche bien, la saga Mad Max, et Furiosa, je pense, va être un beau carton, mais voilà, à voir. Une envie de la part du réalisateur et du scénariste, bon, j'ai envie de te dire que c'est déjà une info. Après, ça veut pas pour autant dire que ça ira jusqu'à nos écrans de cinéma, mais bon, si ça se passe bien pour Furiosa, peut-être. Carrément. Ça se passe bien pour une autre marque en ce moment, et vous allez être surpris, puisqu'il s'agit d'Airbnb. Oui, Airbnb, le fameux disrupteur de la location de vacances, etc., a décidé de lancer ce qu'ils appellent la ligne Icons d'Airbnb, qui veut se lancer dans les expériences, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est que ces expériences? Eh ben, c'est par exemple le fait de pouvoir crécher dans le manoir des X-Men, le fait de pouvoir dormir dans la maison de là-haut, qui a été recréée pièce par pièce, et qui est même capable d'être suspendu dans les airs par une grue. Oui, oui, c'est ça que nous propose Airbnb dans sa ligne Icons, du coup. C'est l'idée. Alors,
Il y a plein de petits trucs hein, aussi, comme pouvoir réserver des petits one-man shows de Kevin Hart, etc. etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu le côté pop culture, le côté un peu Hollywood. Et donc, il y a vraiment ces trois trucs-là avec le manoir X-Men, recréé avec une tête de sentinelle devant. Alors, c'est dans une baraque, en fait, qui est à Westchester County, dans l'État de New York. Il y a même le laboratoire de Beast à l'intérieur, le bureau du professeur X, ainsi que la Danger Room. Donc voilà, c'est un Quand peu, même, hein. voilà, ça a l'air un peu réfléchi. Mais c'est tiré des comics, hein, pour Oui. ceux qui nous écoutent en podcast, c'est vraiment tiré des comics, donc c'est pas le côté X-Men des films, c'est beaucoup plus coloré. Exactement, Beaucoup plus ouais, fun. ouais. Un côté très 2D et tout. Franchement, moi j'ai vu les images, ça a l'air franchement sympa. Ouais. Il y a aussi la maison de Purple Rain de Prince, avec voilà, de quoi écouter un petit peu des trucs un peu inédits de sa part. Bon, dans le musée Ferrari, ça sera aussi possible à Maranello de faire un tour de circuit avec un pilote pro de Formule 1. Bon, voilà, c'est un peu l'idée, je voulais vous parler de ça parce que j'ai trouvé ça un peu tellement sorti de nulle part que je me suis dit, vas-y, je vous en parle. Pour l'instant, le seul truc que j'ai pas, c'est les prix. Parce qu'à mon avis, ça va être très très cher et je suis curieux de savoir combien ça peut coûter ce genre d'expérience-là. Mais dormir dans la maison de là-haut. Ouais. C'est très stylé. Il y a une vidéo qui tourne, elle est vraiment pas mal, hein, parce que c'est exactement à l'échelle, un pour un, la maison de Monsieur Fredriksen, c'est ça, dans là-haut, oui, je crois. Et qui est vraiment super bien faite, et t'as vraiment l'impression d'être dans le dessin animé, donc c'est rigolo. Faut pas avoir le vertige, parce que la grue est quand même assez haute, mais c'est bien foutu. Ça a l'air stylé. Voilà, je te refile la parole pour des news un petit peu plus classiques, avec un potentiel reboot de la saga Le Labyrinthe. Bah ouais, en fait, c'est même quasiment sûr, parce que 20th Century Fox, Century Studio maintenant, développe un nouveau chapitre de la franchise d'action et de science-fiction qui est basé sur les livres de James Dashner. Il s'agira d'un reboot du Labyrinthe et non d'une suite de la trilogie qui avait eu lieu entre 2014 et 2018. On rappelle que le studio appartient à Disney et est en négociation avec Jack Paglen, qui est scénariste, lui connu pour la saga de science-fiction Transcendance, qui mettait en vedette Johnny Depp. Donc c'est lui qui se chargera d'écrire le script de ce nouveau film Labyrinthe, ou cette nouvelle trilogie. Pour l'instant, on ne sait pas. Par contre, les producteurs de la trilogie d'origine sont de retour, donc ça c'est plutôt rassurant pour ceux qui aiment la trilogie de base. Et il est important quand même de noter que le réalisateur Wes Ball, qui s'était occupé des 3 films de la trilogie d'origine, sera aussi également impliqué en tant que producteur du reboot. Donc, il y a quand même l'équipe d'origine, une bonne partie de l'équipe d'origine qui est de retour, mais on sent que voilà, ils veulent partir sur de nouvelles bases, sûrement évidemment avec un nouveau réalisateur, des nouveaux acteurs parce qu'ils ont quand même un peu vieilli, et ce reboot, on espère, ne se contentera pas de raconter exactement à nouveau l'histoire qu'on connaît. Donc l'idée, c'est peut-être de faire une suite à l'univers établi, tout en ramenant des éléments qui ont fait le succès des premiers films. On n'en sait pas beaucoup plus, mais pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Labyrinthe, le premier livre et le premier film mettent en scène un groupe d'adolescents qui se réveillent sans aucun souvenir dans une zone entourée de murs appelée le bloc. Ils doivent traverser un labyrinthe mortel rempli de créatures mécaniques, et les portes se referment à chaque nuit. Et un nouvel arrivant devient crucial pour leur survie et va tenter de les aider à survivre. Voilà. Donc, pourquoi pas. Je sais pas ce que tu avais pensé de la trilogie Labyrinthe. Moi, j'aimais bien. Moi, franchement, il me semble avoir vu les 2 premiers. Le 3e, ça me dit rien du tout. Donc, je crois pas avoir vu la fin. Le 3e, c'est un truc où ils viennent sauver. C'est une des meufs du. Ouais. Ok. Les 2 premiers, c'est vraiment ils s'échappent. Oui, c'est ça. Enfin, surtout le premier. Et après, c'est plus un truc de tiens, il s'est passé quelque chose, donc on doit. Je me souviens d'un truc dans le désert, ça devait être dans le 2e. Dans le 2e, ouais. Et donc je crois pas avoir vu le 3e, mais moi j'avais été. Alors, c'est pas spécialement une franchise de cœur, c'est pas des trucs que j'ai lus ou quoi que ce soit, mais pourquoi pas? Je me dis que ça peut éventuellement être refait. Et potentiellement pour proposer autre chose. Moi, le seul truc qui me gêne un peu, c'est que le premier film est sorti en 2014, donc ça fait à peine 10 ans. Et le dernier est sorti en 2018, donc tu vois, c'est quand même assez frais. Ils nous refont une Spider-Man avec ça. Donc, oui, clairement. Après, il y a toute une nouvelle génération qui n'a pas connu, tu vois. Après, en soi, tu vois, il parle de films, hein, puisque c'est 20th Century Studios qui s'en occupe. Moi, j'aurais bien vu ça plutôt en série, en fait. Ça aurait été pas mal en série, ça aurait bien fonctionné, je pense. Ça aurait bien fonctionné. Ah bon. Après, à voir.
Mais j'aimais bien le labyrinthe, il y avait Dylan O'Brien, j'aime bien cet acteur qu'on voit Dylan pas assez, O'Brien, mais j'aime effectivement. beaucoup ce mec-là. Ouais. Qui a un peu disparu après, malheureusement, parce qu'il a eu un grave accident. Et qui avait fait un film de monstres sur Netflix qui était très ok, où c'était une comédie romantique de monstres qui était... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'avais vu, ouais. Comme tous les films Netflix, évidemment, mais il sortait un peu du lot pour un film Netflix, je trouve. Vrai. Une sorte de Fallout de comédie romantique. C'était pas genre Love and Monsters ou un truc comme ça? C'était ça, exactement, ouais, c'était ça. Bien joué, c'était ça. On Allez. vous conseille, en tout cas moi je le conseille. Moi je vais vous parler d'une autre franchise, peut-être un petit peu plus grosse quand même que celle du labyrinthe, c'est Star Wars, bien entendu, qui revient dans un mois. Quasiment tout pile avec The Acolyte, une nouvelle série sur Disney+, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler là tout de suite, mais c'est de la prochaine série Star Wars qui sortira du coup à la fin de l'année, qui s'appelle Skeleton Crew. Alors ça fait un petit moment qu'on entend parler de ce projet. A priori, ça y est, c'est pour 2024. Et c'est John Watts qui l'a expliqué à la CCXP. Il me semble que c'est une Comic-Con qui a lieu à Mexico ou un truc comme ça. Il a expliqué que la diffusion, c'était a priori autour de Noël. Donc, on espace un petit peu les diffusions de séries, comme c'est beaucoup le cas en ce moment sur les productions Disney+. Pour rappel, c'est situé pendant la période Mandalorian. On y suit 4 enfants qui cherchent à rentrer chez eux dans une galaxie dangereuse, etc. Ils apprennent des choses au sujet de leur monde natal. C'est réalisé par John Watts, mais aussi par les Daniels, donc, qui sont responsables par exemple de Everything Everywhere All At Once. Il y a Jude Law au casting, et on a appris cette semaine, par l'intermédiaire de Collider, que dans une interview, John Watts s'est expliqué au sujet des technologies qui ont été utilisées pour cette série. Et donc il dit, j'ai pu utiliser tous les trucs cool sur ma série Star Wars, on avait des prévisualisations, de la motion capture, on a tourné dans le volume, on a tout fait, mais le plus fun, c'est qu'on a aussi pu utiliser les techniques old school. Phil Tippett nous a fait de l'animation stop motion et on a fait des matte painting old school. On a fait sortir un peintre d'ILM de sa retraite pour faire ça. Donc Phil Tippett, pour les gens qui connaîtraient pas ce nom comme ça à brûle-pourpoint, c'est une légende de la stop motion. C'est notamment lui qui a animé les mouvements des AT-AT dans l'Empire contre-attaque. C'est lui qui a fait le jeu d'échecs du Faucon Millennium. Et c'est aussi lui qui a aidé à donner vie aux dinosaures de Jurassic Park. Donc, ouais, pas n'importe qui. C'est une pointure de cette animation-là, et le fait que Skeleton Crew essaye de poursuivre une espèce de continuité avec l'œuvre originale de George Lucas, ça montre aussi l'envie de rendre hommage à cette époque-là de la franchise. Voilà ce qu'on a appris cette semaine autour de Skeleton Crew, ce qui donne plutôt envie de voir ça. Moi, je suis évidemment très curieux, et puis je vous en parlerai au moment où ça sortira, bien entendu. Moi, ça m'intéresse pas du tout, très honnêtement. Je comprends. Le seul truc qui me chauffe, c'est à la limite les Daniels qui sont à la réal, mais John Watts, c'est compliqué. Jude Law, oui, why not. Le fait que ça se passe encore à la période Mandalorian, j'en ai un peu ras-le-bol. Ouais. Et puis, Alors... paradoxal parce que tu viens de le dire, mais le fait qu'ils se targuent de dire on a utilisé le volume, on a utilisé tout ça, en fait les gars ça devient chiant d'utiliser le volume, mais en même temps il y a du matte painting, il y a tout ça. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu pour dire regardez, très on n'utilise pas que le volume, quand même, on a rendu hommage aussi au vieux Star Wars. C'est un argument qui a souvent été utilisé récemment d'ailleurs sur les productions Star Wars, donc bon, évidemment... Sans le bullshit, moi je vous le dis. Voilà, je le call dès maintenant. Soyons circonspects. Je pense que ça va être nul, je le dis dès maintenant. Par contre, The Acolyte, beaucoup plus chaud. Je suis très chaud. Ouais, d'ailleurs, on en parlera dans les brèves que je vais tranquillement vous servir. Je t'en prie, c'est à toi. Maintenant. Prends donc la parole. Petite brève malheureusement assez triste pour commencer, c'est le décès de Bernard Hill, qui est donc le capitaine du Titanic, et ainsi que le roi du Rohan, Théoden. L'acteur britannique est décédé ce dimanche au matin. Il avait 79 ans, et pour la petite anecdote, c'est quand même le seul acteur de l'histoire à apparaître dans 2 films qui ont été récompensés de 11 Oscars. Ah ouais, Titanic et Le Retour du Roi. Et ouais. Très franchement, respect pour le record, je sais pas s'il sera battu, mais voilà, c'est vrai que ça fait un petit coup quand même. Tout ça à 3, 4, 5 ans d'écart, parce qu'il est sorti en 97. Le Retour du Roi c'est 2003, et Titanic je crois que c'est 98. Donc, et encore, on le voit dans les 2 tours. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, tout à fait. Voilà pour la petite nécrologie. Fast and Furious 11 a été annoncé pour une sortie en 2026 par le réalisateur Louis Leterrier.
Donc dans 2 ans, on aura le final de cette grande saga Fast and Furious. On pourra peut-être éventuellement mettre derrière nous. Adam Scott s'est expliqué auprès du Hollywood Reporter et a expliqué que la saison 2 de Severance, on n'aurait peut-être pas besoin de tant l'attendre que ça, puisqu'on en parlait la semaine dernière. Le tournage est terminé et il a expliqué que c'est peut-être pour pas si longtemps, donc peut-être que 2024 il y a une chance sur Apple TV+. Cependant on n'a pas de date. Incroyable, pas de rap, enfin un peu de rapport, mais Là, dis-moi. pour ceux qui écoutent le podcast, je le décris, il y a une photo d'Adam Scott pour le Hollywood Reporter où il est en train de se raser avec un rasoir Philips. On sait pas pourquoi. Cette photo veut rien dire. Et je suis très jaloux des cheveux d'Adam Scott. C'est vrai qu'il est excessivement BG. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tourné une pub pour Philips. Qui vend notamment des rasoirs. Et j'ai ce rasoir dont je parle de temps en temps dans l'émission. C'est vrai. C'est celui-là qui s'est pété, alors c'est de la merde. Adam Scott, c'est de la merde. Chez Adrien, effectivement. Oui, non, mais juste, ils vendent de la merde, Adam Scott. C'est pas un bon rasoir. Mais voilà. bref. Et donc, en fait, pour parler de ça au Hollywood Reporter, et le Hollywood Reporter en a profité pour lui poser des questions un peu plus intéressantes que juste sur sa pub pour un rasoir. Je reviens sur mes brèves avec Giancarlo Esposito, le fameux acteur de Breaking Bad et Better Call Saul, qui va rejoindre le MCU, mais non pas pour jouer éventuellement le Professeur X comme certains fans le voulaient, mais dans un nouveau personnage qui pour l'instant n'a pas encore été dévoilé. Hugh Jackman et Jodie Comer vont jouer dans un film qui s'appelle La mort de Robin des Bois. Il s'agit d'un film qui va être vendu au marché des films de Cannes très prochainement et qui va s'intéresser à la fin de la vie de Robin des Bois, et c'est Hugh Jackman qui va le jouer. Un Robin des Bois blessé, sous la possession, en fait, sous bonne garde de Jodie Comer, qui va lui l'interroger, etc., sur sa vie de crime et potentiellement lui donner une rédemption. Tu peux le Logan du Robin des Bois on pour dirait, Hugh Jackman. On dirait. Pourquoi pas. Parlons vite fait, je te coupe 2 secondes, sur le Festival de Cannes. C'est encore une fois l'état de rumeur, mais peut-être que la semaine prochaine, il y aura une liste qui va sortir sur une liste MeToo sur des acteurs et réalisateurs français qui seraient dans la panade, pour ne pas dire pire. Donc peut-être que la semaine prochaine, on fera un gros sujet là-dessus. En tout cas, on en parlera en long, en large et en travers. On aime ce genre de sujet. Ouais, il y a un gros teasing en ce moment sur Cannes, apparemment Mediapart, et c'est tombé quand même dans des gros médias. Il y a Le Figaro, Libé qui en parle aussi. Mediapart aurait une liste d'acteurs qui auraient déconné sévère ces dernières années, une liste de 9-10 personnes, 9-10 mecs, et ça tomberait juste avant le Festival de Cannes, qui est la semaine prochaine, qui commence mardi prochain. Soit cette liste débarque avant le Festival de Cannes, soit pendant le Festival de Cannes, mais en tout cas, ça va faire l'effet d'une bombe. Ça va mettre une petite ambiance sur la croisette, moi je te dis, ça va être rigolo. À suivre, à suivre. Ouais. Et je termine avec une date pour Emily in Paris, saison 4. Vous l'attendiez? Pas du tout, mais je vous la donne quand même. Il y aura 2 dates, puisqu'il y a 2 parties à cette saison 4. Le 15 août pour la première salve, et le 12 septembre pour la seconde. Et je crois que j'en ai presque terminé. Oui, Westball, dont tu as parlé tout à l'heure, est en ce moment en train de faire la promotion de La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, et il en fait des tartines en ce moment sur son nouveau projet d'adaptation de la légende de Zelda. Il dit que ça va être incroyable, qu'il veut aller au bout du monde pour rendre ce film incroyable. Bon, les promesses n'engagent évidemment que ceux qui les croient. Et puis, comme on en parlait à l'instant, il y a eu 3 trailers très intéressants cette semaine, notamment le trailer de The Acolyte, le trailer officiel Disney+. On a eu la confirmation qu'il y aurait 2 épisodes qui lanceront la salve de diffusion le 4 juin sur Disney+. On a eu aussi le trailer de Megalopolis, le nouveau film de Francis Ford Coppola avec Adam Driver et Nathalie Emmanuel, ainsi que le trailer de la saison 4 de The Boys, qui lui aussi attendu pour juin prochain. Quelque part, on est en train de se préparer, ça frétille, hein. On va vivre des mois là, on va manger, mais sacrément bien, a priori, et on a hâte. Hein.
Ça va être très bien, ça va être très très bien. Très très bien, parce que moi je viens juste de voir ça, This Just In, il y a une news qui vient de tomber, c'est la première photo officielle de David Coren Sweat en Superman. On en parlera peut-être pas la semaine prochaine, parce que ça fera déjà une semaine, mais voilà, Je vais vous la photo chercher pour les gens qui sont qui sur sont dans le live podcast. ou sur YouTube. Mais voilà, en gros, il est posé tranquille et en arrière-plan, à l'extérieur, dans le ciel, il y a une explosion avec une lune peut-être explosée, on sait pas trop. En tout cas, ça rend pas mal sur ce costume sur David Coren Sweat. Et il y a une photo aussi de lui en train de faire du training, quoi. Enfin, il est à la salle de sport, Le training qui est juste montage. monstrueuse. Genre, c'est un bulldozer, le mec. Genre, Henry Cavill. À côté, bah en fait, ouais, ils sont pas mal les deux. Hein. Je pensais qu'il était plus fin que ça, Coren Sweat, mais non. Franchement, c'est assez impressionnant. Bah ouais, non, mais c'est assez impressionnant, quoi. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je suis curieux de voir les premières images, en mouvement de Superman, J'ai hâte de voir. de Coren Sweat, mais c'est très très hâte. On a hâte de voir ça, et pour rappel, c'est prévu pour juillet 2025, et c'est en plein tournage en ce moment chez James Gunn. Mm-hmm. Et effectivement, ça a été posté sur le Discord juste avant qu'on prenne l'antenne, donc n'hésitez pas à le rejoindre, bien sûr. Exactement, ça vous saurez tout. C'est l'heure de ton point box-office, Adrien. Et bah let's go, et je commence avec un film français pour changer, et alors là c'est l'énorme surprise de cette semaine, c'est un petit truc en plus, le film d'Artus, son premier film, qui réalise déjà, attention, 902 000 entrées pour son premier week-end en France. C'est genre, mais monstrueux. Ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été battu. C'est le deuxième démarrage de 2024 et c'est le deuxième démarrage d'un film français depuis le Covid. Cumulé avec les avant-premières, on arrive déjà à 929 000 entrées. C'est juste incroyable et il va atteindre évidemment le million avant la fin de sa première semaine. Donc c'est un film, pour ceux qui connaissent pas, c'est une comédie franchement très basique entre guillemets, quoi, mais dans laquelle Artus joue un braqueur qui va se retrouver en fait dans un bus avec des handicapés et il va se faire passer pour un handicapé pendant tout le film, justement pour pas se faire choper par la police. Ça a l'air d'être feel good, ça a l'air de pas se moquer justement du handicap, ça a l'air d'être plutôt très bien reçu, le bouche à oreille a l'air excellent, mais genre tout le monde dit que c'est un très bon film où tu passes un très bon moment et ça peut aller très loin, donc va falloir le suivre de très près ce film. Il y en a qui parlent d'un effet Bienvenue chez les Ch'tis. Je pense que c'est un film aussi qui fonctionne bien parce qu'il est pas du tout politique et qui peut toucher tout le monde. Donc un peu comme vous pouvez le faire Bienvenue chez les Ch'tis, quoi. Donc ouais, à suivre de très très près et j'aime bien ce genre de petits films, quoi, ça de fait un surprises, petit quoi. moment qu'on n'a pas eu un gros raz-de-marée au cinéma dans le box-office français. Ouais. Donc pourquoi pas, hein. Carrément. Ouais, carrément. Mais même si c'est pas ma cam, je vois dans le chat, je suis pas emballé par les films comme ça. Moi non plus, hein, dans l'idée. Mais par contre, à la limite, je préfère ces films comme ça qui se prennent pas la tête, qui pètent pas plus haut que leur cul, plutôt qu'un film comme celui de Canet avec Astérix, voire même Les Trois Mousquetaires où ça te dit, bah ouais, nous on a mis une palanquée de fric pour sauver le cinéma français et faire des trucs bien. C'est bien, faut tenter aussi, quoi. Mais j'aime bien ce genre de petits films aussi qui se prend pas la tête, quoi. En tout cas, ce genre de phénomène-là, ça se construit uniquement sur le bouche à oreille, et là, tout va se jouer sur la semaine 2, la semaine 3, pour voir si justement ça se confirme. Alors, mais quand tu vois que là, par exemple, je l'ai pas mis dans mon point box-office, mais t'as Nous les Leroy de Florent Bernard qui a à peine chopé les 500 000 entrées en 3 semaines. En 3 semaines. Là, 1 million en même pas une semaine pour Artus, c'est monstrueux. Et les têtes d'affiche, il y en a pas. Il y a Artus qui est pas non plus une superstar, et le seul qui peut ressortir, c'est limite Clovis Cornillac, quoi. Donc comme quoi, c'est vraiment le film qui marche. C'est pas les têtes d'affiche. C'est cool. Donc voilà pour un petit truc en plus. The Fall Guy. On part aux États-Unis avec The Fall Guy, le film d'action américain réalisé par David Leitch, dans lequel on retrouve Ryan Gosling, qui fait 64,5 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Aux États-Unis, il fait 28,5 millions de dollars. Et en France, on a l'équivalent de 2,3 millions de dollars. Le budget de prod, il est de 130 millions de dollars. Et comme je l'ai dit, on n'est qu'à 64 millions de dollars de recettes. C'est un démarrage en dessous des attentes. Les experts s'attendaient à un démarrage beaucoup plus fort que ça. Plus à un démarrage... 10 à 20 millions de plus que les 60 là dont j'ai parlé. Donc c'est un peu dommage pour le film qui apparemment est très bien, hein. Je l'ai toujours pas vu, mais les échos sont très bons sur The Fall Guy. Apparemment en fait il serait mangé le retour de Star Wars en pleine gueule et c'est ça qui aura un petit peu fait chuter les entrées.
Je continue avec Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse, qui fait 367 000 entrées pour sa première semaine en France, qui est plutôt un très bon démarrage. Je sais pas, il y a un truc avec les biopics en ce moment, parce que celui sur Bob Marley, pareil, c'était un carton One Love. Là, Back to Black, Amy Winehouse, c'est pareil. Apparemment, le film est pas bon, mais les gens y vont quand même, donc comme quoi ça fonctionne quand même. Écoute. Si il y a une star à l'affiche. Challengers, film de Luca Guadagnino avec évidemment Zendaya ou Zendaya. Apparemment, il faut dire Zendaya. J'ai appris ça aujourd'hui, j'ai écouté le podcast. Apparemment, ils ont dit ça, on dit Zendaya. Donc, elle dit ça en interview. Zendaya dirait ça. Enfin, d'accord, très bien. Voilà. Zendaya. Zendaya, voilà. Très bien. Qui fait 185 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est un démarrage correct, mais pas exceptionnel, mais plutôt ok, voilà. Pour les autres films, on a Godzilla Cross Kong, The New Empire, ou Godzilla X de Xbox Kong, The New Empire, qui fait 545 millions de dollars de recettes mondiales, pour un budget seulement de 135 millions de dollars, donc c'est pas mal du tout. Kung Fu Panda 4, qui lui est déjà à 520 millions de dollars de recettes, pour un budget de 85 millions, donc là c'est un gros succès pour la suite de la franchise portée par Jack Black. On a, comme je l'ai dit, Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, qui est ressorti au cinéma avec 15 millions de dollars de recettes mondiales pour sa ressortie. C'est ouf, hein, le truc il est sorti il y a en 99, c'est ça ? Il y a 25 ans. Il y a 25 ans, voilà, c'est ça, c'est pour les 25 ans, et tu fais, mais mon Dieu, le truc il continue de cartonner, et c'est pas le meilleur épisode, on va pas se mentir. Et enfin, je termine, ça fera plaisir aux gens qui adorent le film, par Dune 2, qui a évidemment une superbe carrière au cinéma, on va pas se mentir, et qui cumule désormais 708 millions de dollars de recettes dans le monde, et va sûrement finir autour des 715 millions de dollars. La France, pour info, est le 4e marché mondial du film, avec 43,4 millions de dollars, juste derrière les États-Unis qui ont 281 millions de dollars, la Chine 49,8 millions de dollars et le Royaume-Uni avec 49,6 millions de dollars. Voilà pour Dune 2. Les millions. Donnez-moi les millions. Merci pour ce point box-office très complet, Adrien. Plaisir. C'était magnifique. Comme notre sujet de cette semaine. Un sujet magnifique, on a décidé de le dédier à la durée des films, puisque il y a eu la diffusion sur Internet d'un sondage qui est sorti aux États-Unis cette semaine. C'est celui-ci qui posait la question quelle est votre durée idéale pour un film ? Et il se trouve que la majorité des gens ont voté pour quelque chose aux alentours de 92 minutes. C'est Talker Research qui a publié ce sondage, qui a été conduit tout au long du mois d'avril sur 2000 Américains, et donc leur durée préférée ce serait 92 minutes. Il y a 15% des votants qui ont dit que plus de 2 heures c'était ok pour eux, et 2% seulement qui ont dit que 2h30 c'était ok pour eux. Donc ça montre bien qu'il y a une envie de la part des Américains, du moins, à arrêter un petit peu avec les films marathons. C'est la conclusion de ce sondage-là. Alors évidemment, on peut parler de la méthodologie des sondages, etc. Mais nous, c'est vraiment histoire de rebondir sur tout ça. Est-ce que on peut vraiment trouver une durée idéale à un film ? Est-ce qu'on peut dire qu'un film, ça doit être X minutes et après, c'est trop long ? Bah, c'est compliqué, évidemment, de dire ça, mais pour moi, il n'y a pas forcément de durée idéale d'un film, mais il y a des durées pratiques pour un film. Et il y a des films qui ne méritent pas une durée trop longue, notamment des comédies romantiques, notamment des films d'action, etc., etc. Il y a évidemment des genres qui se prêtent mieux à des films plus longs. La science-fiction, les biopics, la fantasy, des choses comme ça. Tu vas pas raconter la vie d'Oppenheimer en 1h30. C'est compliqué. D'accord. Voilà, 3 heures, c'est vrai que c'est plus logique. Un film d'horreur qui dure 3 heures, c'est chiant. Un film d'horreur qui dure 1h20, 1h30, c'est mieux. Parce que tout ça pour garder le spectateur en haleine, pour qu'il y ait des rebondissements, etc. En fait, c'est ça, c'est aussi de tenir un spectateur sur la durée, avec un rythme, avec quelque chose. Il faut un matériau solide, quoi. C'est marrant parce que là, j'ai maté Une nuit en enfer. Oui, Une nuit en enfer. Il y a pas longtemps, j'ai confondu avec Une journée en enfer. Non, c'est bien Une nuit en enfer avec Georges Clooney, avec Tarantino, etc. et Harvey Keitel pour ceux qui l'ont pas vu. Donc c'est le film d'horreur de Robert Rodriguez où Georges Clooney et Harvey Keitel et Tarantino se retrouvent dans un bar de vampires.
et de survivre pendant toute une nuit. Je l'ai vu petit, je sais c'est pas bien, ça m'a un peu traumatisé quand j'étais petit, mais j'adorais ce film quand j'étais petit, mais il est quand même très traumatisant, et quand je revois les effets spéciaux, des fois je faisais putain, ça fait quand même un peu peur. Et dans ma tête, quand j'étais gamin, ce film durait 4 heures, tu vois. Je le remate, il dure 1h20, tu vois, et je fais, il se passe tellement de choses, et en fait, c'est un film où je me dis, dans les années 90, souvent on se faisait pas chier, et en fait on faisait tenir le truc, et on avançait. Oui. On avait un rythme qui était soutenu, Oui. et on avançait, et on s'emmerdait pas avec des explications parfois trop longues, trop techniques pour justifier ce que fait tel perso, etc. quoi. Oui. Et je me dis, c'est parfait, la durée elle est géniale, et t'as pas besoin d'en savoir plus sur lui, t'as pas besoin de voilà. Ouais. Et on faisait confiance au spectateur. Je dis ça, là, je vais peut-être trop loin tout de suite, mais on faisait confiance au spectateur pour connecter les points et tu vois, et se faire sa propre, comment dire, histoire à travers l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout dérouler, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on déroule tout. Surexplique les films. Ouais, il y a trop d'expositions dans les films. Oui, alors c'est là où je voulais en venir. Voilà, il y a trop d'expositions dans les films, et on s'en plaint souvent de ça. Est-ce que on prend le public pour un con, quand même. Ouais, il faudra qu'on en reparle, mais est-ce que ce serait pas l'effet des critiques sur YouTube, tu sais, CinemaSins, c'est tout ça. Les CinemaSins. Ouais, qui marchent plus aujourd'hui, mais à une époque, qui quelque part ont fait un peu de mal quand même à Hollywood de ce point de vue-là, en te disant ah bah non, là il y a un faux raccord, là c'est mal expliqué, là on comprend pas pourquoi il fait ça, là machin, machin. Et en fait, tout le monde est un peu devenu comme ça sur Internet, même si CinemaSins ça marche plus tant que ça. T'as l'impression que il faut tout surexpliquer. Et au bout d'un moment, en fait, c'est lourd. Moi ça gâche, en fait. J'étais consommateur au bout d'un moment, mais après j'ai arrêté. Je fais, c'est un peu rance quand même ce truc. Ouais. Et c'est vrai que, alors, on va pas se mentir, c'est sans doute pas la cause principale de tout ça. Mais c'est connexe quand même avec un sujet dont on a parlé il y a quelques mois, je pense. Ça devait être fin 2023, où on parlait justement de pourquoi les gens allaient moins au cinéma et regardaient plus en streaming. Et les gens disaient que la durée des films, c'était compliqué pour eux parce que c'est plus simple de pouvoir mettre pause, etc., etc. Ouais. Et donc, sur le côté durée des films, moi, alors j'ai bien aimé la petite info de Franck, le petit constat de Franck dans le chat, c'est d'un point de vue de producteur, la durée idéale, c'est le fait de pouvoir mettre le plus de séances possible dans une salle de cinéma. Donc ça devrait être plutôt aux alentours d'1h30, 2h. Mais dans les faits, les films qui marchent le mieux au box-office ces 15 dernières années, c'est des films qui font quasiment tous 2h30 ou plus. Et tu regarderas, le seul à être... si tu regardes les 10 premiers films en termes de revenus, ils font tous 2 heures, plus de 2 heures, sauf Le Roi Lion 2019 je crois, qui fait 1h58. Et donc ça montre bien que quelque part, c'est plus vraiment cette donnée-là qui intéresse le producteur. En revanche, les films longs, à une époque, tu aurais pu te dire, les producteurs, ils auraient bien aimé les couper un peu plus pour que tu puisses mettre une séance de plus dans la journée, et donc faire plus de rentabilité par semaine. Mais quelque part, c'est un peu sorti tout ça. Alors, est-ce que c'est aussi parce que ces films-là sont sur des thématiques qui, de fait, sont plus longues, mais pas vraiment, parce que certes, t'as Avatar, c'est des films qui ont besoin d'avoir beaucoup d'exposition, c'est des films à lore, donc à univers, donc qui se présentent tout le temps à toi. Mais si tu regardes les films de super-héros, par exemple, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il y en ait pour 2h30 ? Non, pas forcément. Est-ce que Mission Impossible 7, au hasard, a besoin de faire 2h30 et d'être autant exposition land? Ça, c'est un truc dont on a beaucoup parlé dans notre critique de Pop Tier l'été dernier. C'est que Mission Impossible 7, au demeurant relativement sympathique sur certaines de ses scènes d'action, est chiant à mourir au bout d'un moment, puisqu'il ne fait que te blablater à la tronche pour te justifier ces enjeux dont tu te fiches. Et quelque part, je pense que c'est un peu... tu peux généraliser ça à un certain nombre de films qui sont trop longs. Ouais, mais alors la question c'est pourquoi ils font ça ? Pourquoi autant d'exposition ? Pourquoi ? Non mais pourquoi autant d'exposition ? Pourquoi autant d'exposition alors qu'on avait... tiens c'est marrant, on fait pourquoi Monsieur Anderson ? Matrix, tu vois, c'est un film... Tu peux regarder la durée, là, je vais pas l'avoir sous les yeux. Matrix, je trouve que c'est un film qui dit...
ce qu'il faut dire au bon moment, qu'il n'y a pas trop d'exposition, il y a ce qu'il faut, tu vois, de... Comment ? 2h16. 2h16, tu vois. Enfin, 2h16. Aujourd'hui, il sortira, on fera un truc. Bah, je pense que Matrix 4, il fait bien plus. Il doit faire au moins 2h. Ouais. 2h28. Ouais. Bon, c'est pas bien plus, mais c'est quand même 10 minutes de plus. Enfin, 12 Ça minutes peut de plus. se sentir quand même. Ouais. Mais oui, je l'ai senti sur le 4. Mais je sais pas, il y a des films, je sais pas. C'est compliqué comme débat. Et moi, je te l'ai toujours dit, je préfère les films qui durent 1h30, 2 heures grand max, tu vois. C'est très bien. Je peux voir des films, et il y a des films que j'adore qui durent 3 heures, hein, ou entre 2h30 et 3 heures. Évidemment, ça veut pas dire que j'aime pas ces films. Le débat, c'est pas mettre tous les films de plus de 2 heures à la poubelle. Hein. Vous doutez bien que c'est pas ça. Mais et alors, ça vient aussi avec le mode de consommation qu'on a, notamment sur les plateformes et à la maison. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de se dire, tiens, je vais me faire un gros film de 2h30 à la maison. Quand on est habitué à regarder des séries, quand on est habitué à regarder des films un peu plus courts, c'est difficile et on a moins de temps aujourd'hui. C'est l'argument de Martin Scorsese autour de Killers of the Flower Moon qui fait 3h30, je crois. Ouais. Et qui disait, non mais attendez, vous êtes capable de regarder la télé pendant 5 heures, vous êtes tout à fait capable d'aller au cinéma regarder un film de 3h30. Il a raison. Il a raison. En revanche, je suis le premier à, quand je regarde mon catalogue de DVD ou mon catalogue sur Netflix ou sur Disney+, ou machin, à regarder la durée du film et estimer combien de temps j'ai à lui accorder. Ouais. Et si le film me demande plus de 2 heures, il est assez rare que je le lance si j'ai pas vraiment du temps, si je suis pas en week-end, si je suis pas en vacances, tu peux être sûr que je vais aller regarder autre chose. Parce que c'est un investissement temporel qui est quand même non négligeable. Ouais. Quand tu travailles, évidemment, quand tu termines un peu tard, le temps de bouffer il est facilement 9h, 9h30. Si tu veux pas te coucher aux aurores, tu peux pas regarder un film de plus de 2 heures. Hein. Non, complètement. Et après, il y a des films qui sont très bons sur la durée et ils te font passer 2h30 comme 1h30, quoi. De fou. Très récemment, l'exemple que j'ai eu, c'est Boîte Noire avec Pierre Ninet. J'étais très surpris, qui est un thriller très très bon, très très solide, que je vous conseille vraiment, qui est sorti là il y a 2-3 ans, qui est dispo sur Netflix. Qui est vraiment très bon, et c'est marrant parce que ça montre quand même la palette de Pierre Ninet, parce que juste avant je sortais de Fiasco où c'est vraiment un gros débile, et donc je me suis dit waouh, je vais devoir passer de Pierre Ninet de Fiasco, mais genre littéralement une demi-journée avant je regardais ça, et le soir je regarde Boîte Noire, je fais ça va être complexe mais on y va, et en fait le mec est très fort, parce que tout de suite je fais non mais j'y crois direct, et donc et Boîte Noire pareil, c'est un gros thriller quand même qui dure assez longtemps, hein. Pour moi il dure quand même, 2 heures, hein, c'est assez long. Et c'est passé comme ça, j'étais accroché, je fais ok, il y a des rebondissements, c'est trop bien, ok, c'est pas possible, en fait, non, depuis le début, c'était la Boîte Noire, le méchant. Et tu vois, donc, je sais pas, il y a des films où, quand le rythme est bon, quand la réal est bonne, parce qu'en fait, c'est surtout ça qui a joué pour moi, et l'acting évidemment, mais là, il y avait de la mise en scène qui tout de suite te met en mouvement tout le temps, et en même temps c'est malin, il y a des mouvements de caméra qui sont exactement aux bons endroits, et bah forcément tu t'emmerdes pas, quoi. Pas comme devant un film de super-héros dont tu parlais tout à l'heure, où bah tu sens qu'il y a une recette, faut l'appliquer, et en fait il y a pas d'âme, et donc c'est 2 heures où ça déroule, quoi. En fait, mon point de vue, c'est surtout, il n'y a pas de vraie durée idéale, parce que comme on l'a dit, ça va surtout dépendre du genre. Ça va aussi dépendre de ce que tu as à raconter. Pour moi, il y a surtout... En fait, la durée, c'est pas un problème tant qu'il y a du rythme. Tu vois, si c'est bien géré, tu vois, par exemple, on en a parlé il y a pas si longtemps que ça, Anatomie d'une chute, c'est un film qui est très long. Ouais. Mathématiquement parlant. Mais et pourtant, comme ça, bon. il passe super bien parce que t'es accroché, en fait. Et c'est pas parce que, tu sais, il t'envoie TikTok style des trucs toujours à la tronche toutes les 15 secondes. Non, c'est parce c'est un film qui sait ce qu'il a à raconter, qui sait comment il veut le raconter, et qui a son rythme à lui, mais qui quand même passe super bien. Et ça, c'est le genre de truc que j'apprécie moi au cinéma. Si vous réécoutez nos épisodes de Pop Tier, à l'époque où le podcast s'appelait encore Pop Tier, vous nous écouterez régulièrement dire « Là, il y a 20 minutes de trop. Là, il y a une demi-heure en trop. Là, machin, là, on s'ennuie, il y a un ventre mou. » On l'a beaucoup dit, ça. C'est parce qu'il y en a régulièrement dans ces films blockbusters, parce que tu sais pas pourquoi. Il faut qu'il y en ait plus. Et parce que ça permet aussi de vendre un ticket. Écoute,
tu vas peut-être payer 20 balles ton ticket, mais au moins, t'as 2h30 de spectacle. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais ça, j'ai jamais compris Ouais, cette c'est logique. C'est entre 2h30 de merde, ou en tout cas de trucs moins bons, Mm. et 2 heures d'un truc parfait. C'est ça. Ah putain, je prends 2 heures parfait, et puis j'y retourne fou. au pire une deuxième fois, donc ça me fait 2 tickets. Plutôt qu'un truc où ça te gâche. Tu sais, c'est con, c'est comme quand tu manges. Tu sais, tu manges un truc bon, tu manges un truc bon, ou non, faut savoir s'arrêter, parce qu'en fait, c'est trop. En Ça. fait, c'est. Voilà, faut trop de bons trucs. Enfin, Ouais. des fois, c'est pas que du bon, hein. Oui. Mais. Ouais, c'est compliqué, faut toujours être sur la ligne, faut bien doser, et c'est un métier, hein, un monteur et Ouais. réalisateur, donc ouais. Mais tu vois, il y a un des trucs... Et producteurs, parce que c'est à eux aussi de choisir. Un exemple assez typique pour moi, c'est les films d'animation. Regardez les films d'animation de votre enfance et vous regarderez, ils font tous 1h10, 1h15. Ultra court. Ouais. C'est super court et pourtant vous adorez ces films, tu vois. Ouais. Et tu regarderas les films d'animation de maintenant, ils font tous 1h45, 1h50, des trucs comme ça, et tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Et parfois, pas vraiment. Pour justifier des coups, j'imagine. Peut-être. Parfois. Mais je trouve qu'il y a une différence entre les films des années 80-90 et les après, il y a eu une bascule hein, dans les années 2000, 2010, 2020, où vraiment on a commencé à faire des films plus longs, quoi. C'est pas plus mal, hein, mais parce que c'est un autre mode de consommation. C'est juste qu'il y a deux mondes qui s'affrontent en ce moment, quoi. On se posait pas ces questions-là dans les années 80-90. On se disait pas, tiens, les films sont trop courts, ou il nous faudrait des films. Oh là là, il nous faudrait vraiment des films de 3h30, hein, parce que sinon. Non, mais c'est vrai, l'inverse, c'est vrai. Tu vois, tu te posais pas ces questions-là, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, il y a toujours eu des films qui sortent un petit peu de la norme et qui font. Oui, des Laurence d'Arabie, des trucs comme ça. Des Laurence d'Arabie, des 10 Commandements, des péplums. Souvent, les péplums, c'est des trucs qui durent des heures et qui ont tendance à être un peu longs, hein, on va pas se mentir, mais qui, quand même, réussissent à te tenir, etc. Mais il y a toujours eu, même à ces périodes-là, il y a toujours eu des films très courts. Et c'est pas parce qu'ils sont plus courts que ces films-là n'ont rien à raconter, bien au contraire. Moi, le truc qui me gêne de nos jours, c'est souvent sur ces films un peu longs. Je vais pas tous les mettre dans le même panier, hein, c'est pas du tout l'objectif de la discussion, mais souvent sur ces films un peu longs, t'as l'impression que on nous tire un petit peu la sauce. Il y a pas suffisamment de choses à raconter, mais c'est pas grave. Un exemple typique, j'ai pas pu le terminer, c'est Jurassic World 3. Jurassic World 3, je me suis endormi dessus, et pourtant, c'est pas faute qu'ils te mettent de l'action. Hein. C'est que, mais... Ouais, mais il est pas bon, c'est pas la durée qui joue. Mais déjà, il est pas bon, c'est sûr. Il est vraiment pas bon. Mais combien de temps il dure? Je vais regarder. Je sais pas, mais vraiment, c'est pas un bon film, donc voilà. Mais oui, évidemment, si au départ, le film est pas bon, t'as pas envie de... Il fait 2 heures, tu vois. Ah, il est pas si long. Donc, quelque part, c'est même pas mon point, mais c'est pour autant, si t'as rien à raconter, bah... Ça pêche un peu, quoi. Évidemment. Mais non, mais c'est un questionnement qui est intéressant. Notamment, je reviens sur le côté série. Parce que... en fait, moi, je consomme vraiment plus les films comme je pouvais les consommer avant. Je me rends compte, les films que je regardais jeune, enfant, ado, jeune adulte, aujourd'hui, je les consomme plus pareil. Parce que je me suis mangé des années et des années de séries et de conso sur les plateformes. Et en fait, je m'ennuie plus vite. Et je suis maintenant, évidemment, sur TikTok, sur Insta, sur des Reels, sur des trucs. En fait, je me force à me concentrer et à être, tu vois, dans l'instant présent. Mais c'est vrai que des fois, ton esprit s'évade un peu. Et, j'ai un problème de concentration aussi, j'avoue. Bah ouais, et ça c'est comme tout le monde, hein. Je pense qu'on a tous un petit peu ce souci là, quoi. Et c'est là où tu vois les bons réals quand ils arrivent à te tenir sur des films longue durée, alors que tu passes littéralement quand même 3 heures, 3h30 dans une salle de cinéma à pas bouger, quoi. Ouais. Mais c'est sûr. Ouais. J'ai vu une question intéressante de la part de Franck qui dit un film d'1h30 peut-il avoir de la profondeur? Je suis évidemment... Moi, je dis bien sûr. Et j'ai tout de suite pensé à un film. Je suis allé regarder sa durée. Il fait 1h28. Il est sorti en 1950. Il s'appelle Rashomon. C'est un film d'Akira Kurosawa. Il dure 1h28. Et je te défie de dire que ce film n'a pas de profondeur. Et c'est un film qui est passionnant. C'est un vrai chef-d'œuvre, ce film. Il fait pas 1h30. Et pourtant... il a des choses à raconter. Donc, le fait d'être long ne veut pas forcément dire que tu manques de profondeur. Que tu as plus de profondeur que les films. Que tu as plus de profondeur. Bah, mon film préféré, c'est Lost in Translation, il dure 1h40. Voilà. Et je peux te dire qu'il y a de la profondeur. Hein. C'est quand même deux. Il n'y a pas d'action. Hein. Et non, mais la durée ne fait pas la profondeur du film. Heureusement, t'imagines. Putain. Il avait une question connexe, c'est est-ce que l'épique
peut être court. Oui, bah regarde Scott Pilgrim. Hmm. Scott Pilgrim, c'est méga court. Hein. Scott Pilgrim, il doit faire moins de 2 heures, c'est sûr. Et quand même, la tagline, c'était an epic of epic epicness. Et si tu peux pas faire plus épique que Scott Pilgrim. 1h50, tu vois. Et je peux te dire, il s'en passe des trucs en 1h50 dans Scott Pilgrim. Hein. Et l'épic, c'est ça. Alors, est-ce qu'on parle d'épic fantasy ou on parle d'épic juste le côté épique des choses, mais juste un film épique? C'est ça. Bullet Train, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un gros film d'action, il se passe plein de trucs, c'est très court, c'est très con, et ça marche très bien. Mais il en faut pas plus, il faut pas que ça dure trop longtemps. J'aime bien quand les films savent s'arrêter. Mais ouais. Et tu le sens qu'ils le savent. Tu sens qu'ils savent que voilà, faut tracer là, c'est pas grave. Et ça, t'as l'impression que ça se perd un peu. Peut-être dans les cahiers des charges de certaines grosses productions, où tu te dis, bon bah là, il me faut la séquence d'introduction, l'exposition, une course-poursuite, l'exposition, le deuxième acte tragique, etc. etc. Et puis bon, puis au bout d'un moment... Après, tu vois, il y a des films que j'adore hein, dans les genres qu'on a cités, genre Endgame et Infinity War. Pour moi, c'est des super films épiques qui sont très longs et qui savent qu'ils le sont, mais ça passe super encore, tu vois. Mais tous n'ont pas ce bon goût d'être aussi bien fait. Et je regardais juste un instant la trilogie Retour vers le futur, ils font tous moins de 2 heures. Hein. Et tu peux me dire qu'il se passe pas des trucs profonds, épiques, émouvants, de l'action, des trucs, des films, enfin, je sais pas, c'est les meilleurs films du monde, et tout ça en moins de 2 heures, quoi. Donc, non, je pense que la durée fait pas le bon film, quoi. Le truc, c'est que je pense qu'il y a des réalisateurs qui se disent je vais faire un bon film si je traîne un peu plus. J'ai peut-être une opportunité d'exploiter, d'explorer ce que je veux faire grâce à ce film-là. Et c'est un truc que je te disais dans une émission, on donne trop de liberté au réal en ce moment, je trouve. C'est abusé. On leur dit plus rien en fait. On leur dit faites des films longs, c'est très cool. Alors qu'à une époque, on leur disait merde et ils avaient le droit à leur director's cut plus tard. Mais ce qui est très bien, très bien, je trouve. Dans le sens où des fois, il faut savoir dire merde à un réal, quoi. Et c'est un truc d'équipe, hein. C'est pas un seul type ou une seule meuf, quoi. Et il faut savoir couper par moment. Faut savoir couper, vraiment, faut savoir couper, quoi. C'est ultra important, c'est le rôle d'un producteur, quoi. D'une productrice. Et tout ça, c'est un travail commun et tu dois le sentir, normalement. Et des fois, il y a des trucs, ils le disent souvent en interview, notamment des vieux réals, qui disent bah ouais à l'époque on a fait sauter au moins 1 heure de film parce que en fait ça tenait pas et tout. Aujourd'hui ça se trouve ils te la mettraient à l'heure de film, tu vois. Il y avait des conséquences en fait, enfin il y avait des enjeux très nets sur les bobines de films purement et simplement où il fallait rentrer dans une certaine catégorie. C'est vrai. Donc forcément, parce que sinon c'était trop cher, il fallait en racheter une deuxième, etc. etc. C'est vrai. Donc forcément, t'avais tendance à être plus calibré. De nos jours, vu que tout est en numérique, sauf les gros trucs qui se font en IMAX, du Villeneuve, du Nolan et encore, ça doit être les 2 seuls qui le font encore. Mais à chaque fois maintenant on nous en fait des caisses d'ailleurs sur la taille des bobines IMAX, on s'en tape. Tu vois c'est ça, mais ouais. Mais vu que tout est en numérique maintenant, ça n'a plus d'importance. Et donc du coup on peut se permettre de faire des trucs longs, des trucs comme ça, etc. Et de se dire, bah écoute, ça fait 2h45, et puis bah c'est pas grave, ça fera 2h45. Et moi la puissance du... Oui mais c'est comme ça. Bah moi ça me va pas en fait. Tu dis oui mais ça va manquer. Peut-être pas forcément. Peut-être pas. Si tu remontes différemment. Bah oui. Ah oui, non mais clairement. Je sais pas, est-ce que c'est un truc de mode peut-être je sais pas. Ça marche avec des grands réals, avec du Nolan, avec du Villeneuve, etc. Donc les autres se disent tiens je peux peut-être m'infiltrer dans la brèche et je vais tenter. Heureusement tout le monde le fait pas, quoi. Et encore une fois aussi, si tu regardes juste les chiffres, la durée d'un film ne fait pas le succès d'un film. Regarde Artus, là on en parlait en point box-office, son film il doit faire quoi, 1h20, 30, 40, 30 allez je dirais. Il fait déjà le million d'entrées en même pas une semaine. 1h39. 1h30, ah quand même, hein, 1h39. Mais bon, c'est le grand max. Pour une comédie, ouais. Clairement. Donc tu vois. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur ce sujet. Évidemment, on veut vos avis dans les commentaires. C'est quoi, vous, votre durée idéale pour un long métrage? Est-ce que vous en avez une? Ou est-ce que, comme nous, vous vous dites, bon, bah, en fait, ça dépend vraiment du sujet, ça dépend vraiment du genre, ça dépend aussi de ce que le réal a raconté. Et voilà. Donc, moi, je pense que, bon, on n'arrêtera jamais d'aller regarder des films de plus de 2 heures.
bien entendu. Non. Mais il faut aussi que Hollywood, particulièrement, sache un petit peu compresser, quoi. On est sur des trucs qui sont un peu gargantuesques et qui parfois n'ont pas vraiment de sens. Donc voilà, moi j'aime bien que ce soit efficace, quand même. Malgré tout. Moi aussi, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Mais Surtout sur les grosses prods. Surtout, bah évidemment, surtout sur les grosses prods, évidemment les films indés ont moins de difficultés quoi, à se vendre sur des plus petites durées quoi. C'est vrai que les grosses prods, quand tu vois que des Fast and Furious par exemple duraient beaucoup moins longtemps au tout début et que maintenant c'est limite, limite ça va durer 3 heures, tu vois. Quand j'ai marathonné tout Fast and Furious avant la sortie du 10, et j'étais trop content, je me disais putain le 1, le 2 c'est 1h30, 1h40, et puis après ça commence à faire 2 heures, 2h15, 2h30, c'est ouf, mais non, mais quel calvaire. C'est de plus en plus long et pas forcément pour un bon résultat quoi. Il y en a qui sont très bien, mais oui. Bref. Enfin voilà. Voilà pour ce petit débat de la semaine. On attend vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez, vous. Quant à moi, j'enchaîne avec le radar des sorties de la semaine, avec 2 sorties à signaler en salle. La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, le 8 mai, jour férié, hein, profitez-en pour aller au cinéma s'il fait pas trop beau. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et va faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Un film de Wes Ball avec Freya Allan, que vous avez déjà vu notamment dans The Witcher. Voilà pour La Planète des Singes. J'enchaîne avec Blue et compagnie, film plutôt familial pour le coup, aussi le 8 mai. Béa, une jeune fille, découvre un jour qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Elle commence alors une aventure magique pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié. Un film de John Krasinski, après Quiet Place, avec Ryan Reynolds, du coup un film familial, avec des effets spéciaux et notamment Steve Carell dans la voix de Blue. En streaming, je vous ai sélectionné sur Netflix une série qui s'appelle Bodkin, qui sort le 9 mai. C'est une série mi-thriller, mi-comédie. Une équipe hétéroclite de podcasteurs se lance dans une enquête sur la disparition mystérieuse de 3 étrangers dans une ville côtière idyllique d'Irlande. C'est avec Will Forte, qu'on a vu notamment dans Saturday Night Live, et Last Man on Earth, que j'aimais beaucoup sur ses premières saisons. Et MacGruber aussi. Parodie de MacGyver. C'est vrai. Je vous propose aussi la saison 2 de Blood of Zeus, qui sort sur Netflix le 10 mai. C'est une série d'animation sur la Grèce antique, ce qui tombe parfaitement bien puisqu'aujourd'hui est sorti Hades 2, le jeu vidéo, le roguelike qu'on adore et qui est sorti après que j'ai terminé ce radar des sorties, donc je peux même pas vous l'illustrer, mais autant vous dire que moi je vais lui sauter dessus parce que c'est mon GOTY 2020. Et ouais, il est à combien 28€. Ils sont pas chers. Non, franchement, oui. C'est connu que Hades 1 était vraiment pas cher pour ce qu'il est avant. Donc très franchement, qu'ils le mettent même pas à 30, franchement. Il est que sur Steam ? Il est sorti sur Steam et sur Epic Game Store. Il sortira plus tard, j'imagine, sur Switch comme le premier. J'avais fait, il sort en Early Access, pour info, en accès anticipé. Et je vous note aussi la sortie du nouveau Doctor Who version Shooty-Gatois qui sort sur Disney+, à partir du 11 mai, avec une diffusion hebdomadaire. Voilà pour le radar des sorties. C'est l'heure des recos, mon cher ami. Tout à fait. Évidemment, et on commence avec Tokyo Vice saison 2 qui s'est terminée très récemment. Alors sur Canal aux États-Unis, je sais pas sur quelle plateforme c'est diffusé, mais chez nous c'est diffusé sur Canal. Saison 2, voilà, qui vraiment est la suite directe juste après la fin de la saison 1. Ça se passe quelques heures après la fin de la saison 1. Sur HBO. Ah, c'est une série HBO. Ok, waouh. C'est marrant parce que sur Canal, ils mettent pas du tout le petit box office. Ouais, parce que d'habitude, t'as toujours là-dessus. Bref. Ouais, c'est sorti sur Max, HBO Max. D'accord, ok, ça marche. Oui, sur HBO Max. Ouais, donc c'est une série Max, pas une série HBO.
Je suis pénible, mais tu vois, c'est pas le. Ouais. Ouais. Tu vois, House of the Dragon, c'est une série HBO. Tokyo Vice, c'est pas forcément une série HBO. Ok. Peut-être une série Max. Bref. Donc, bref, Tokyo Vice, ça raconte l'histoire de Jake Edelstein, qui est un vrai reporter, le premier reporter étranger qui a bossé pour le deuxième plus gros journal du Japon dans les années 90. C'est un Américain qui a débarqué dans les années 90, qui a fait ses armes dans les mœurs en fait du journal, voilà, dans le Vice, donc pour s'intéresser je sais pas, aux enquêtes sur un petit peu les hôtesses, ce qui se passait dans le monde de la nuit, à Tokyo notamment, et la série suit son arrivée dans le journal, ensuite le fait qu'il devienne pote avec l'un des flics de Tokyo, et en parallèle il est aussi pote avec une hôtesse américaine elle aussi, qui travaille dans un bar de nuit, un bar à hôtesse au Japon, et tout ça va les amener à se retrouver avec des yakuza qui eux continuent à faire leur loi, surtout dans les années 90, beaucoup moins aujourd'hui, mais c'était toujours un peu le cas à cette période-là, et donc on va suivre vraiment l'avancée de ce personnage-là qui est joué par Ansel Elgort, qui jouait dans Baby Driver et dans Divergente, si je me trompe pas. Une série qui est plutôt ok, que j'aime bien suivre parce que c'est vraiment ça a été tourné à Tokyo et c'est en permanence à Tokyo, et donc il y a vraiment une équipe japonaise du son qui a été choisie pour tourner la série, en plus des acteurs américains, donc Ansel Elgort et Rachel Keller, qui est super, qui fait l'hôtesse, qui elle jouait dans dans Légion, qui est une incroyable série, Légion. Bref, et donc je me perds, pose-moi des questions, je sais pas. Alors, cette saison 2, parce que tu vas nous parler de la saison 2, oui. Parce que la saison 1 était très bonne, tu nous avais déjà parlé. La saison 1 était vraiment pas mal, ouais. La saison 1 était vraiment pas mal, et la 2, je trouve en fait qu'elle est un peu plan-plan. La 2 est un peu plan-plan parce que il se passe un événement à la fin de la 1 où tu te dis ah putain trop bien, il va se passer des trucs un peu plus importants, puis en fait ça traînasse, et à part l'acting un peu cool de Ken Watanabe, donc qui fait l'inspecteur de police, Ken Watanabe qu'on a vu dernièrement dans The Creator, qu'on a vu dans Inception, qu'on avait vu dans plein de films américains. Et Ansel Elgort qui est cool parce qu'il parle super bien japonais, franchement il a un super accent et tu sens qu'il a un coach assez ouf, donc ça donne de la crédibilité justement à cet américain qui quand même arrive à bosser dans un journal japonais, qui est quand même sur le papier extrêmement compliqué. Je pense que c'est un achievement de life qui est genre grave. Plus quoi, et donc ça donne vraiment de la crédibilité au personnage, mais ça traînasse tranquillou autour des yakuza, et puis en fait il se passe pas grand chose, et puis quand ça avance ça recule, donc c'est pas super, et donc c'est un peu décevant quoi. C'est un peu décevant. Un peu décevant. Moi je regarde parce que j'aime beaucoup le Japon, et j'aime bien tout ça quoi, mais sinon je pense que j'aurais peut-être arrêté la série avant. Si j'avais pas cet affect pour Tokyo et le Japon, je pense que j'aurais peut-être arrêté la série, donc c'est pas forcément bon. Ouais. Donc c'est sympathique, mais c'est pas fou quoi. D'accord, bah écoute, ça a le mérite d'être clair. Tu sais pas s'ils vont faire une saison 3, c'est trop tôt encore. Pour l'instant, c'est pas dit, Pour l'instant, c'est pas dit. Je pense que peut-être parce qu'elle coûte pas si cher que ça à produire, je pense, la série. Puisqu'il se passe pas grand-chose. Mais j'imagine qu'il y aura quand même une 3. En tout cas, j'ai pas vu l'annonce passer, mais je pense qu'il y aura une 3. Je vois pas en tout cas. Mais regardez la première saison, ou alors lisez, il est juste derrière moi, je l'ai pas sorti, mais il y a le bouquin, en fait, c'est adapté d'un bouquin. En fait, c'est adapté du bouquin de Jake Edelstein, donc le vrai journaliste, qui a raconté ses histoires. Alors, c'est romancé. Ça a été un peu débunké aussi après il aura un petit peu trop romancé ses enquêtes et ses papiers, mais ça reste très plaisant à lire, et puis c'est une plongée quand même dans le Tokyo des années 90 qui est pas du tout le Tokyo d'aujourd'hui, puis ça nous en apprend pas mal aussi sur un pays qui est très différent du nôtre et qui est très cool à découvrir. Entre tradition et modernité. Je pense que c'est un pays entre tradition et modernité. Très honnêtement, ça boit du thé et ça sniffe des petites culottes sales quoi. Non mais c'est beaucoup plus que ça quoi, c'est vraiment mais la série est intéressante là-dessus parce qu'elle se fout pas de la gueule des Japonais du tout. Parce que tu sens que c'est une vraie équipe japonaise qui est avec eux, donc c'est plutôt rigolo. Ok.
Voilà. Très bien. Oh, tu Est-ce que nous t'as as une reco, déchauffé toi sur cette saison 2. Je suis désolé. Est-ce que j'ai une reco? Ben, je vais vous dire ça tout de suite, parce que moi j'ai terminé cet après-midi de regarder Tales of the Empire, le petit bonbon Star Wars qui est sorti sur Disney+, à l'occasion du Star Wars Day, du coup le 4 mai, May the 4th be with you. Qu'est-ce que c'est que Star Wars Tales of the Empire? Alors ça fait suite à Tales of the Jedi, qui était une série de courts-métrages un peu d'anthologie, d'animation qui sont dédiés en fait à certains personnages de Jedi de la saga Star Wars, et ben là ils font la même chose avec des personnages qui ont un rapport plus ou moins lointain avec l'Empire Galactique. Donc on se situe grosso modo au moment où ça bascule de la République à l'Empire Galactique, que l'on connaît à partir de Star Wars 4. Et on se centre sur des personnages assez mineurs de la saga Star Wars, qui sont Morgan Elsbeth, qu'on avait vu dans Mandalorian, et Ahsoka, et Barriss Offee, qui est une ancienne Padawan Jedi, qu'on entreaperçoit dans Star Wars l'attaque des clones, mais très franchement, voilà, c'est un personnage qu'on a plus vu dans The Clone Wars, et encore assez peu. Donc chacune de ces deux personnages a le droit à 3 épisodes, qui sont des vignettes en fait de leur vie, à différents moments de tout ça. Donc il faut savoir que c'est supervisé par Dave Filoni, qui est devenu le Chief Creative Officer de Lucasfilm récemment, et qui a en fait donné des idées de scénar, et ensuite ça a été scénarisé par des scénaristes à sa place. Bon, très honnêtement, c'est des courts-métrages qui font entre 10 et 15 minutes, ça se bouffe très très vite, en même pas 1h30. Et est-ce que c'est indispensable? Non. C'est pas du tout indispensable. Par contre, j'ai noté que ça faisait des petits efforts quand même de mise en scène. On a des jolis plans parfois. Tu te dis, ah, quand même, quand ils ont envie de faire des trucs, c'est un peu sympa. Est-ce que c'est utile de le regarder? Non, c'est pas indispensable. C'est vraiment ce que fait Star Wars en ce moment. C'est très dans on va remplir le vide de ce qu'on sait pas dans la saga Star Wars, et maintenant on connaît déjà tellement de trucs qu'on se demande si c'est pas un peu trop en fait. En ce moment, c'était quelques années. En ce moment, depuis Disney, quoi. Voilà. Et le donc, mec il balance, comment tu balances? Un peu quoi. Et donc, bon, c'est agréable à regarder. Il y a des combats à sabre laser qui sont très stylés. Est-ce que ça en fait une grande production Star Wars qu'il faut absolument regarder? Non, ok. Voilà. Si les deux noms que je viens de vous citer, ça vous dit rien, c'est vraiment pas la peine d'aller regarder ça. Alors c'est cool parce que tu vois le général Grievous, tu vois l'amiral Throne, tu vois le grand inquisiteur, tu vois Dark Vador, mais bon, c'est un peu light. Moi, je lui préférerais Star Wars Vision, par exemple. Notamment sa saison 2, que j'avais bien aimé. Star Wars Vision, j'ai pas regardé la 2, j'ai regardé la 1, c'était bien, Star Wars Vision, c'était cool. Star Wars Vision, c'était pas mal. Je préfère cette approche-là, moi, Star Wars Vision, qui est vraiment dans la créativité absolue. Alors, vu que c'est pas canonique, ils font ce qu'ils veulent. Bah oui, voilà. Et c'est rigolo. Très bon souvenir d'un épisode un peu Ronin dans Star Wars Vision 1, qui était bien. Qu'ils avaient adapté en manga, d'ailleurs, derrière. Ah ouais, ok, putain. Je crois qu'ils ont fait un manga. Et ouais, donc très cool. Voilà, Tales of the Empire, c'est ce petit truc, histoire, le petit bonbon sucré, histoire de dire, bon allez, on fête le 4 mai, mais en vrai, on aurait pu s'en passer. Ok, alright. Voilà pour les recos qui sont des semi-recos, donc cette semaine, vous l'aurez compris. C'est pas ouf, hein. Ouais. Non, regardez pas. Peut-être que la semaine prochaine, on aura des meilleurs recos, peut-être qu'on vous parlera peut-être de Fall Guy ou de la planète des singes, on verra si on a le temps d'aller au cinéma. Je vais essayer Fall Guy, ouais. Fall Guy, j'aimerais bien avoir le temps d'aller au cinéma. Je vais essayer quand même. On verra. Voilà pour ça. C'était très cool encore une fois, cet épisode 46 de Pop News. Merci les poppies de nous avoir écoutés, bien entendu. On va vous laisser avec une mission. Balancez les likes, les commentaires, les abonnements là où vous n'êtes pas encore abonné. Dès que vous nous voyez sur un réseau social, vous faites tout
la cloche, l'abonnement, le commentaire, le like, les petites étoiles sur les plateformes de podcast. Parlez de nous à votre mère, à votre père, à votre grand-mère, à votre arrière-grand-mère, à votre chien, à votre chat, c'est comme vous voulez. Et puis rejoignez-nous sur Discord, sur Ko-fi pour participer à l'émission, ou ne serait-ce que pour nous donner un petit denier, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, probablement mardi soir. Ouais, on va encore décaler, ouais. C'est probable. C'est pas sûr, on vous tiendra au courant, donc voilà. Mais ce sera encore à cause de moi. Et donc du coup voilà. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Passez des bons moments devant des écrans, et puis à très bientôt tout le monde. Salut, à plus.